Bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau webinaire et aujourd'hui, j'ai avec moi Christophe Bardy. Bonjour Christophe. Salut Edouard, ça va? Ouais, toi? Bon, écoute, on est parti pour une heure non, même pas, 30 minutes, c'est court, avec les Écoute, on, DPO pour on- parler, voilà, ouais, exactement. recrutement, rémunération, voilà. On prendra le temps qu'il faut pour creuser le sujet. Bienvenue à tous. N'hésitez pas, alors je démarre avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petites règles. N'hésitez pas à poser vos questions à tout moment, dans le chat en bas à droite de votre écran, je pense. Et on prendra les questions au fil de l'eau. L'idée, c'est que ce soit le plus interactif possible. Donc surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On a préparé un petit support justement pour vous aider à suivre nos échanges. Et donc, je vais commencer directement avec la première slide qui consiste à présenter les tours. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, les tours est une plateforme qui a pour ambition de simplifier la vie des personnes en charge du RGPD et de la protection des données personnelles en général dans les organisations au travers de trois grandes solutions. Un logiciel de pilotage de la conformité RGPD qui automatise plein de choses, qui a plein de fonctionnalités qui permet d'être prise en main rapidement par un grand nombre de profils et avec beaucoup de technologies pour vraiment se simplifier la vie au maximum. On dispose également d'une solution de sensibilisation à la protection des données personnelles pour les collaborateurs, mais aussi à l'usage de l'IA et à la cybersécurité. Et notre solution s'appuie sur le micro-learning, donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement apprécié par les collaborateurs. Et puis, on vient de sortir une nouvelle solution qui, elle, a pour ambition de remplir automatiquement les questionnaires sécurité que certaines entreprises peuvent recevoir lorsqu'elles veulent travailler avec des corporates, des grands groupes. Et là, grâce à toute notre technologie qu'on a construite depuis plusieurs années, on est capable maintenant d'accompagner les DPO mais aussi les RSSI ou les équipes commerciales ou les directeurs techniques au remplissage de toutes ces questions qui peuvent être parfois un peu longues dans le cycle de vente. Voilà notre mission chez Leto. Et puis maintenant, je suis ravi de te passer la parole, Christophe. Parle-nous de toi, parle-nous de Grass Community. À toi le micro. Ouais, Grécy, c'est l'acronyme GRC que certains connaissent déjà, élargi, gouvernance, risque, audit, compliance, éthique et sécurité. On est des ex-compliance officers qui recrutons des compliance officers. D'ailleurs, je vois dans les participants, il y a certaines personnes qu'on connaît, soit qu'on a accompagné, soit qu'on a vu de l'autre côté. En fait, on est un agent de carrière. C'est-à-dire qu'on prend les compliance officers au berceau et on les accompagne tout au long de leur carrière et on les aide soit quand ils ont des moments de doute et d'envie de changement, soit à l'inverse quand ils ont besoin de recruter et d'élargir leur équipe. Et en fait, c'est notre ADN. Donc, dans l'équipe, on est aujourd'hui six compliance officers qui recrutons. Donc, en fait, on comprend le quotidien des différentes personnes. Et donc, la compliance au sens large qui couvre la protection des données. Il peut y avoir un débat là-dessus, mais justement, ça sera l'occasion de poser plein de questions. Est-ce que pour vous, voilà, la data protection, c'est de la compliance ou pas? D'ailleurs, ça peut être une des premières questions dans le chat. Donc nous, on a créé ça en 2020. On a autour de ça toute une partie formation. Donc on vous donne des ressources avec plein de médias, etc., de tous les events, enfin, vous pouvez tout retrouver en fait sur le site. Et puis on permet aussi, quand vous avez besoin, de faire on va dire des réflexions de place face à une nouvelle réglementation ou face à une problématique. On a des clients qui viennent nous chercher pour créer des groupes de travail vraiment entre experts et souvent c'est pas forcément facile d'aller chercher son concurrent ou d'aller chercher dans un autre secteur une best practice et donc nous on est là pour faire le go-between là-dessus. Voilà pour la présentation. Et ça existe depuis combien de temps? Peut-être que tu l'as dit. On s'est créé sous ce format-là en 2020. Ok, Moi, je fais de la compliance depuis 2003. C'était presque hier. ça marche. Alors, Euh, hop là, au menu, pardon, aujourd'hui, on va parler du rôle de DPO, n'est-ce pas? on va parler du rôle, on va parler des qualifications, des compétences qui sont attendues. On va essayer de voir, alors, soit vous recrutez, soit vous êtes de l'autre côté, mais dans tous les cas, c'est
comment fonctionne un processus de recrutement et comment on attire les bons DPO. On va vous rappeler les processus clés d'un recrutement en général et appliqué sur la data protection. Et puis, alors, le 5, questions-réponses, c'est quand vous voulez. Donc, voilà, dans le chat, il y a le petit bouton question en bas où le chat, n'hésitez pas à intervenir et surtout à nous arrêter. L'idée, c'est qu'on puisse, voilà, vous ressortiez de là avec des choses intéressantes et qui peuvent vous resservir. Peut-être on commence sur le rôle du DPO. Alors, je vois dans les gens présents aujourd'hui, vous êtes principalement des DPO ou des compliance officers avec cette casquette-là. Donc, je ne vais pas vous faire l'honneur de vous rappeler d'où ça vient, loi informatique et liberté, tout ça. On va le mettre de côté. Je pense que vous le savez. Par contre, ce que vous devez sentir aussi, c'est que le rôle change et se complexifie. Vraiment, et ça on le voit nous dans les types de candidatures, côté entreprise et côté candidat avec les profils que vous avez, il y a un fort changement et une forte complexité. Il y a historiquement, de toute façon, vous aviez des réglementations qui s'imposaient ou qui imposaient d'elles-mêmes en fait de la sécurité avant même qu'il y ait tout ce qui est data protection. Par exemple, dans le droit social, vous aviez des choses sur le traitement des données des salariés, la conservation, ce que vous pouviez mettre en base, ce que vous pouviez catégoriser, ce que vous pouviez mettre ou pas mettre, etc. Ça existe depuis toujours. Mais maintenant, on a des choses un peu plus imbriqué, c'est-à-dire que par exemple, en fonction de certaines directives, on une articulation qui doit se créer par rapport au RGPD. Par exemple, ce qui peut me venir en tête là, ça pourrait être la lutte anti-blanchiment, donc tout ce qui est LCBFT. Il y a des problématiques très intéressantes sur justement l'acquisition de données, la conservation, l'anonymisation des données que demande le RGPD versus ce que demande la LCBFT. Quand est-ce que je dois remonter, par exemple, à TracFin certaines informations? Je dois donner un certain nombre d'informations à TracFin pour qu'il puisse retrouver, on va dire, tracer ce qui a été identifié comme potentiellement du blanchiment. De l'autre côté, si vous appliquez texto l'anonymisation, en fait, c'est antinomique. Voilà. Donc, il y a des choses comme ça où il faut que vous ayez la compréhension de toutes les données pour comprendre ce que vous pouvez faire ou quel est l'intérêt, en fait, et quels sont l'empilement des réglementations et qu'est-ce qui passe l'un au-dessus de l'autre. Pareil, maintenant, je vois que vous avez beaucoup de personnes qui viennent de secteurs d'activité totalement différentes. Un DPO en assurance n'est pas un DPO en agroalimentaire. Ça va de soi, mais votre quotidien n'est pas le même. Et du coup, aujourd'hui, il faut que vous soyez enclin à comprendre aussi tout ce qui est soft law. Typiquement, si on reprend l'assurance, il y a France Assureur qui a sorti un guide spécifique sur la gestion des données. Et donc ça, vous devez forcément connaître les spécificités liées à un secteur d'activité. Ça impactera aussi sur la partie justement recrutement de ce qu'on pourra dire plus tard. Donc voilà, sur le rôle, donc rôle qui devient très technique. Vous avez il y a aussi la partie infrastructure qui commence à être prégnant. Il y a même des RCS, des RSSI, pardon, j'ai toujours du mal, qui vont sur la partie DPO. Donc voilà, aujourd'hui, tâches juridiques, informatique, chef de projet, on l'oublie, mais c'est très important. Donc voilà, un rôle en pleine évolution et on demande aujourd'hui que vous soyez un couteau suisse pour pouvoir faire tout ça. Nous, dans nos interlocuteurs, on a aussi parfois des directeurs financiers, des directeurs marketing. Donc, on a plein de métiers, voire même la RH. Donc, parfois, le scope est positionné selon les secteurs d'activité, selon l'histoire de l'entreprise, selon les appétences aussi parfois de chacun, un peu partout dans l'entreprise, quoi. Et donc, ça fait des profils qui ont vraiment un set de compétences très large. Donc, c'est hyper intéressant, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, donc ça fait la transition vers la slide suivante, je crois. Les compétences, c'est ce que tu as à dire, c'est que tu as un beau avoir, si tu es RH ou tu es directeur financier, mais que tu as une appétence pour le droit, pour l'informatique, c'est les deux, on va dire,
les deux pieds historiques du DPO. Historiquement, d'ailleurs, si vous regardez, il y avait beaucoup de personnes qui venaient du droit. Aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent de l'informatique, mais en fait, on va dire ceux qui surperforment dans les candidats qu'on voit sont des gens qui ont vraiment ces deux pattes et qui, voire même, ont une passion même pour l'une des deux. Et donc, ça, c'est important que si le sujet vous intéresse et que vous êtes au début de votre carrière, vraiment que vous investissiez et que vous formiez sur les deux côtés, parce qu'en fait, si vous avez des lacunes fortes sur une des deux pattes, en fait, vous allez avoir on va dire un problème à évoluer pour la suite de votre carrière. Voire, ce qu'on voit rajouter, c'est même une troisième patte sur toute la partie data, puisque on est à l'ère de la donnée dans tous les sens, on est sur la protection des données, donc il faut bien comprendre la substance derrière qui est la donnée. Donc tout ce qui est data officer et donc data analyst, des profils data analyst dans une équipe de DPO, ça a du sens et on le voit de plus en plus. On verra après qu'est-ce qu'on attend quand on recrute, mais ce qu'on attend, sans faire de spoiling tout de suite, c'est quand même d'avoir des compétences sur toutes ces thématiques-là. Et donc, voilà, si vous avez un profil comme ça, ou si vous voulez vous développer sur cette partie-là, ça sera forcément un gros plus. J'étais un petit peu vide, mais si on reprend la base dans le RGPD, vous allez voir les articles 37 à 39 et vous avez quand même une base de ce qu'on attend comme compétences minimum, comme positionnement dans l'entreprise, donc en termes de stature aussi, d'indépendance. Donc voilà. Non, mais c'est clair, c'est hyper intéressant. Là, je reprenais l'étude de la CNIL sur les profils juridiques, enfin les profils DPO, et je voyais là dans les entreprises aller entre 50 salariés et 1000 salariés, ce qu'ils appellent autre domaine, c'est-à-dire qui n'est ni juridique ni informatique, c'est aller entre 50-60% des profils. C'est-à-dire qu'il y a un DPO sur deux qui ne vient même pas on va dire, le croisement des deux corps métiers qui sont l'informatique et le juridique sur les questions de la protection de données personnelles. Et c'est assez, et je crois que l'évolution est massive, c'est-à-dire que les pourcentages de autres domaines sont beaucoup plus forts là en 2024 qu'il y a quelques années à l'arrivée du RGPD. Complètement. Alors, et après, c'est aussi, on va dire, à cause d'acteurs comme toi, parce qu'en fait, avec des outils, on arrive à prendre des profils qui sont pas forcément d'origine juridique ou d'origine informatique pour aller sur ces sujets-là, puisqu'encore une fois, on a bien vu qu'il fallait aussi être un bon chef de projet. Donc, en fait, quelqu'un qui a l'habitude de travailler sur plein de sujets différents et qui veut rentrer, en fait, assisté par des outils ou encadré par des outils, ça peut l'aider à monter la première marche. Après, de toute façon, on ne fait pas l'économie de se former en plus dessus, mais voilà, par exemple, tu parlais que tu faisais aussi beaucoup de formations, c'est des choses sur lesquelles, bien évidemment, les compétences techniques et l'usage d'outils est important. Typiquement, c'est la transition avec… Alors, Krita, je vais te couper. On a deux questions. Ah, super. Ça te va? Et puis ensuite, on reprend. On a Ahmed qui nous dit « Bonjour, compte tenu de la diversité des prérequis de compétences requises au DPO, y a-t-il un cursus dédié à ce profil au niveau académique et universitaire ?» Alors, il y a désormais des cursus universitaires qui existent. Nous, on est partenaires avec pas mal d'entre elles. Ça dépend, en fait, ça va dépendre de votre profil. C'est-à-dire que si vous venez d'autre part, faire ce profil, ça va vous mettre, entre guillemets, un bon vernis sur l'ensemble. Si vous avez déjà des compétences particulières, je dis n'importe quoi, vous êtes juriste, à la limite, il faut peut-être plus aller axer sur la branche technique et donc peut-être faire quelque chose plus sur la partie technique qu'un master spécialisé. Donc oui, il y a plein de masters spécialisés qui existent. Vous pouvez, en fait, les grosses universités maintenant ont sorti ça, donc vous pouvez en trouver. On peut même trouver des certificats si vraiment vous voulez chercher des petites formations, etc. Vous pouvez vous faire financer ça assez facilement. Après, encore une fois, c'est pas que je veux pas donner de nom, c'est juste qu'en fait, vraiment, c'est du cas par cas. C'est-à-dire qu'en fonction d'où vous êtes,
vous devez comprendre le chemin qu'il faut pour combler vos lacunes et donc aller chercher les briques qui manquent. Mais donc, pour répondre à la question, oui, depuis 3-4 ans, on voit pas mal de formations. On voit pas mal de formations. Exactement. Ouais. Ouais, j'ai mis un petit lien dans le chat. Il y a des formations, on va dire, complètement universitaires, académiques, avec tout ce qu'il faut comme reconnaissance du diplôme. Et puis, il y a des formations intermédiaires où on va aller voir des acteurs privés qui ont des formations spécifiques certifiantes. Et puis, il y a aussi la formation gratuite ou presque, comme le MOOC de la CNIL. Sans vouloir faire Exactement. de la mauvaise réclame, on sort chez Leto une formation aussi gratuite pour justement donner des bons réflexes opérationnels aux personnes qui sont en charge du RGPD. Donc, oui, maintenant on peut dire qu'il y a quand même un scope assez large comme tu disais très justement, de venir aller chercher les compétences qui peuvent nous manquer en fonction de là où on se situe dans le sujet. Ouais. Et puis on a une deuxième question d'Aurélie. Pour avoir un profil le plus complet possible, est-il envisageable d'avoir un binôme DPO? Alors, là, on rentre plutôt sur l'organisation d'une entreprise. C'est-à-dire que est-ce que l'organisation est suffisamment large pour avoir deux têtes? Voilà, donc c'est plutôt ça le sujet. Quand on reprend les directives de la CNIL, il n'y a rien qui empêche d'en avoir deux. Moi, j'ai vu des endroits où il y en avait deux. Au même titre que quand on prend la partie compliance, des fois il y a deux head of compliance ou il y a des co-head compliance en fonction de la taille. Mais encore une fois, voilà, il faut qu'il y ait suffisamment de l'organisation soit suffisamment large pour permettre ça. Si vous avez quelqu'un qui est responsable du juridique, quelqu'un qui est responsable de la technique, pour faire très simple et très basique, il y a quand même beaucoup de moments où vous risquez d'avoir l'épaisseur du trait peut être très large et donc du coup soit vous allez vous marcher sur les pieds l'un l'autre, soit ça va être la zone de non-droit où en fait vous allez dire ah bah non mais je pensais que c'était l'autre qui allait s'en occuper et pas moi, et l'autre va dire la même chose et donc ça nécessite en termes d'organisation de bien définir comment on coordonne les deux. Donc voilà, c'est pas commun. Ça peut être envisageable, mais ça nécessite déjà une très bonne entente humaine entre les deux et un très bon positionnement aussi vis-à-vis de la direction, parce qu'encore une fois, ça veut dire deux interlocuteurs, deux sons cloche, la possibilité d'aller voir le mauvais interlocuteur parce qu'on l'a sous la main, et donc de pas et donc de vous de Ouais. ramer pour aller chercher, si vous êtes le deuxième, de ramer pour aller rattraper ce que l'autre a dit entre deux portes, mais qui n'était pas forcément la direction que vous auriez donnée si vous aviez été interrogé. Voilà. Donc pour moi, c'est plus un problème Ouais. d'organisation que de Ouais. possibilité. Tout à fait. Nous, ce qu'on constate dans les pratiques qui fonctionnent, c'est quand même d'avoir, on va dire, une personne qui a l'ownership, donc qui va vraiment être le C'est ça. responsable, la personne interlocutrice privilégiée, et qui va être en charge quand même de donner la direction, le tempo, et être donc le responsable vraiment du sujet. Donc la question de l'ownership, elle est quand même très importante. Donc ça va être le DPO, mais cette personne va pouvoir effectivement s'entourer, selon la typologie de l'organisation, soit d'un assistant, entre guillemets, donc quelqu'un qui peut avoir aussi l'appétence un jour de devenir lui-même honneur du sujet, mais qui va peut-être avoir une spécificité, des compétences qui vont être complémentaires de la personne qui est en charge. Et puis sinon, dans les organisations qui sont vraiment qui vont vers une bonne maturité, le DPO va plutôt être un chef d'orchestre finalement, où bah, les personnes qui sont plus spécialisées sur les sujets informatiques, sujets techniques, vont pouvoir être des contributeurs à la conformité. Et donc, ou alors pareil sur les sujets plutôt humains, plutôt IA ou à data, etc. Bref, et donc le dépôt est plutôt un chef d'orchestre où il n'a pas forcément besoin d'être un expert sachant, mais il va plutôt être en capacité de bien animer les différentes expertises qui vont autour, et donc d'avoir une équipe qui parfois peut être très décentralisée pour s'assurer que tous les sujets sont correctement traités, quoi. Donc on a un petit peu plein d'organisations différentes où finalement le DPO, même s'il n'est pas voilà, expert sur toutes les thématiques transverses dans lesquelles il pourrait y avoir de la donnée personnelle, il est en capacité plutôt justement d'animer une équipe qui peut venir contribuer à la feuille de route euh, au quotidien. Voilà. Donc c'est vrai que le binôme de DPO au même niveau, on va dire que ça, on a vraiment, je pense que c'est pas si évident en termes d'organisation. Donc c'est bien d'avoir un honneur qui va ensuite pouvoir s'entourer des bonnes personnes, quoi.
Et ça peut même faire voilà, le lien sur le sujet d'après, c'est comment le recruter et comment les attirer, puisqu'en fait, la première question, et ça c'est indépendamment d'un DPO ou d'autre chose, c'est-à-dire que c'est de bien définir ce qui est attirant dans votre poste ou pas et quelles sont les missions qui vont être attribuées. Et donc, si vous avez deux personnes, bah, du coup, vous diviser par deux quelque part le champ sur lequel la personne est attendue. Et donc, du coup, aujourd'hui, les DPO sont plutôt des généralistes, c'est-à-dire qu'ils touchent l'ensemble. Donc, en fait, si vous prenez un DPO en place, vous allez lui couper en deux la partie une partie de ce qu'il fait aujourd'hui. Et donc, soit par chance, c'est la partie qu'il voulait pas et donc il est que sur la partie qu'il aime, tant mieux. Soit en fait, il va être un peu frustré, il va dire bah moi par rapport à aujourd'hui, c'est une régression par rapport à ce que j'ai et par rapport à mon champ d'action et donc vous aurez peut-être plus de mal à recruter. Donc voilà. Donc pour bien attirer, pour faire le lien, il faut que vous ayez une fiche de poste attractive et que vous soyez bien enfin, clair sur où sont vos forces et vos faiblesses. C'est-à-dire que où est-ce que vous en êtes dans votre plan, qu'est-ce que vous couvrez déjà, avec ce qui est bien couvert et mal couvert. Et je pense qu'il faut être assez clair. Alors, on peut trouver les bons mots pour le dire, mais en gros, on sait lire entre les lignes de là où c'est le bazar et là où c'est déjà carré. Certains candidats adorent partir d'une feuille blanche et en fait, si c'est le bazar, ça va les intéresser parce qu'il y aura tout à faire. Il y en a d'autres qui, au contraire, aiment bien fine-tuner, aller rajouter les 10% supplémentaires pour qu'on soit encore mieux. Donc ça, c'est le genre d'information qu'il faut absolument donner. Donc ça va, et il ne faut pas le cacher. Alors, il y a des choses qu'on peut plus ou moins dire, mais on sait dire entre les lignes. Donc voilà, être assez transparent là-dessus, ou en tout cas dans les premiers entretiens, très clairement le dire, parce qu'en fait, vous n'attendez pas les mêmes profils et inversement, les candidats qui viendront sur ces postes-là ne seront pas les mêmes. Pareil, on a parlé de l'organisation, ce qui est forcément très important, c'est est-ce que vous êtes seul ou pas seul. Aujourd'hui, il y a plein d'endroits où le DPO est tout seul. Et dans ces cas-là, c'est encore une fois, est-ce qu'il est assisté par des outils, des consultants autour, etc. Mais au quotidien et dans l'entreprise, il est tout seul. Ça, c'est la majorité des cas. En fait, je ne sais pas quel est votre cas de vous qui êtes là aujourd'hui, mais si vous êtes dans ce cas-là, vous n'êtes pas hors norme. Voilà. Donc, bien préciser ça dans votre fiche de poste, savoir justement si vous allez être la deuxième personne, donc vous allez être le premier recruté en plus de vous, si c'est vous le DPO. Voilà, c'est le genre de choses qui est important. Vous pouvez le tourner en avantage en disant du coup, vous avez le savoir, vous allez former la personne, vous allez la faire monter en compétences. Ça peut être une façon de tourner la chose quand vous recrutez pour la première fois. Mais c'est le genre de choses qui clairement doit être dit très très vite, voire, enfin, il faut le mettre dans la fiche de poste normalement. Pareil, tous les moyens, parce qu'encore une fois, on a vu le panel des choses. Donc, quels sont vos outils, en gros, quel est votre stack technique, si on reprend le côté informatique. Est-ce que vous appartenez à un groupe et donc quel est l'apport du groupe ou pas, parce que c'est pas forcément voilà, positif d'appartenir à un groupe. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut absolument voilà, mettre en avant pour attirer les bons profils. Ensuite, comment vous êtes positionné, comment le poste de DPO est positionné par rapport à l'organigramme. Encore une fois, si on se réfère à ce que dit le RGPD, est-ce qu'on est en capacité, est-ce qu'on est en responsabilité, est-ce qu'on est indépendant? C'est le genre de choses qu'il faut en tout cas, faut donner des éléments dans la fiche de poste pour attirer les profils, puisque, encore une fois, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais c'est discriminant et c'est un risque de perdre beaucoup de candidats si vous ne précisez pas, parce que vous aurez des gens qui ne seront pas à l'aise avec le positionnement que vous allez proposer. Donc, le mettre dès la fiche de poste, c'est une façon de récupérer les bons profils qui correspondent à votre besoin. Moi, j'avais une Voilà. question, Christophe, parce que moi, je m'avais te couper. Est-ce que tu as une idée, parce que c'est une question que je me suis souvent posée, parce que c'est le cas de beaucoup de nos interlocuteurs chez Leto. Est-ce que tu as une idée de la proportion des DPO qui finalement sont des promotions internes et ou la mobilité interne et où on te donne la casquette
DPO versus des vrais recrutements extérieurs où on va chercher un DPO. Tu as une idée parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui aussi, finalement, c'est le recrutement et l'attractivité sur le sujet DPO, il se fait parfois en interne, c'est-à-dire qu'on va prendre quelqu'un qui peut-être n'a pas forcément historiquement le bagage académique, etc., mais qui peut montrer une certaine appétence pour le sujet, ou parce que c'est dans son scope métier d'avoir les datas et de les monitorer, bon bah hop, on lui rajoute la casquette DPO. Est-ce que c'est plutôt, tu as une idée de la proportion ou pas des DPO qui Alors, sont qui viennent de c'est l'interne et comme. des DPO qui viennent de Ouais, non, l'externe? c'est une super question et autant derrière on vous donnera des chiffres qui sont basés sur, on va dire, de la vraie data, puisqu'on parle de, on parle de data ici. Autant là, c'est, on va dire, comment on dit, en bon français, un gut feeling. Ouais, Honnêtement, au début, c'était quasiment 95% de promotion interne. La ouais, première vague, au moment où le RGP est arrivé. Il y a eu très peu de vrais recrutements externes au niveau français. C'est-à-dire que quand on prend, il y en a eu un certain nombre, mais quand on regarde en stats, parce qu'en fait, il y a eu quand même beaucoup de DPO dans beaucoup d'entreprises, c'était une écrasante majorité de l'interne, avec dans un premier temps une délégation. En fait, je pense qu'il y a eu beaucoup de consultants qui ont été ah oui, pris pour exact. donner un coup de main Mm. par rapport à la personne qui était là, voire la personne en interne avait clairement pas pris le sujet, et en fait, c'était la personne en externe qui prenait le sujet, mais facialement, il y avait quelqu'un en interne. Mm. Donc ça a été la première vague. On arrive à une certaine maturité. Il y a maintenant un certain nombre d'années qui sont passées, et donc on a eu un premier cycle, et je trouve que là, on est dans le deuxième cycle, où là, il y a deux choses. Soit vous avez des gens qui ont été DPO, promus en interne, qui profitent de ça pour aller dans une autre entreprise. Donc vous Mm. avez des DPO qui ont lu le poste et qui ont, pour certains, tout fait d'une feuille blanche. Et du coup, c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, comment attirer les bons profils. C'est important d'avoir ça en tête parce que certains ont adoré partir d'une feuille blanche et tout monter. Et en fait, leur idéal, c'est de retrouver un job qui leur permet de tout faire depuis le début. Et donc, en fait, si vous êtes transparent sur le fait que bah, vous n'avez pas fait grand-chose encore, et ben ça va leur plaire. Ou alors, à l'inverse, vous avez une catégorie qui aujourd'hui est arrivée, on va dire, pour reprendre le terme que mes candidats me disent, c'est au bout du chemin. C'est-à-dire que j'ai fait le maximum de ce que je pouvais à l'intérieur de mon organisation. Mm. Et je sais qu'au-dessus, bah, j'y arriverai pas, soit pour des raisons de coût, soit pour des raisons d'organisation, etc. J'ai fait le maximum qui était faisable. OK. Mais je suis frustré, je voudrais aller plus loin. Donc, du coup, en fait, j'aimerais avoir quelqu'un qui a déjà fait cette étape-là, mais en fait, qui a les moyens et qui a l'envie d'aller plus loin. Et donc, je vais chercher un prochain job là-dessus. Et donc, Mm. voilà, c'est aussi une autre partie de la population des candidats. Et donc, pour répondre à la question, ceux-là, on va les. Enfin, aujourd'hui, c'est peu de promotion interne. Aujourd'hui, la promotion interne, elle est plutôt. Alors, il y a un cas principal qui est j'ai pas le budget, donc je fais monter quelqu'un en interne. Et parce qu'en fait, Ouais, bah, du coup, on va parler des ouais, budgets après. En fait, bah, j'ai pas besoin de m'aligner sur le marché, je m'aligne par rapport à ce qu'il avait, et au mieux, je lui donne une petite ouais. prime, et du coup, il prend le poste. Soit vous êtes dans un état où vous avez une équipe, et auquel cas vous avez un numéro 2 qui est en capacité et qu'on a envie de faire évoluer. Et là, on le fait monter parce que la personne qui était au-dessus, pour X ou Y raison, laisse le poste, soit pour aller ailleurs, soit pour changer dans le groupe, ou etc. Et donc, dans ces cas-là, mais c'est une petite proportion. En fait, l'adjoint qui devient DPO, il faut déjà avoir une grosse taille. En fait, les équipes aujourd'hui sont majoritairement, enfin, justement, c'est pas les équipes, les DPO sont majoritairement seuls et il y en a certains qui ont une équipe. Mm. Et donc, du coup, bah, il faut qu'il y ait un second, il faut qu'il ait envie de monter, il faut que, pareil, on a parlé du positionnement, souvent c'est un positionnement où vous êtes en ligne directe avec la direction générale, il faut qu'on considère que la personne qui était en dessous ait cette maturité pour être l'interlocuteur privilégié de la direction là-dessus. Et si vous avez recruté quelqu'un qui était au hasard sorti d'alternance il y a quelques années, aujourd'hui, malheureusement, la direction peut considérer que cette personne-là n'est pas le bon interlocuteur pour elle et donc préférera aller recruter en externe plutôt que de faire monter cette personne-là. Voilà. Ok, hyper clair. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat. J'avance vers la Ouais, prochaine slide. Bon, les résultats d'un recrutement, c'est pas très différent d'un recrutement classique. On est c'est d'accord.
complètement dans la lignée d'un recrutement. On en a parlé tout à l'heure sur bien définir le besoin. Et en fait, en tant que Ouais, recruteur, j'insisterai jamais assez là-dessus. C'est-à-dire que c'est l'élément clé de votre recrutement. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'envoyer une bouteille à la mer et de voir du monde. Si vous n'avez pas bien défini ce que vous voulez, en fait, vous allez voir des candidats qui vous allez recruter parce que vous irez bien prendre une bière avec eux le soir, mais c'est pas ça, c'est pas pour ça que vous recrutez. Donc en gros, il faut vraiment, en plus aujourd'hui où on a beaucoup de données, on a des sujets de plus en plus techniques, il faut que vous ouais, preniez le temps de vraiment définir et lister quels sont les éléments clés, les hiérarchiser entre eux, et on est l'étape d'après si vous avez une équipe, quels sont les éléments clés, les personnes clés que vous avez dans dans votre entreprise, avec une cartographie de leurs compétences, et que par rapport à ça, vous regardiez où est-ce qu'il faut que vous vous renforciez. Et encore une fois, non pas que vous vous renforciez à un instant T, mais que vous vous renforciez par rapport aux films qui bougent et à l'IA qui arrive. Et donc, typiquement, aujourd'hui, recruter quelqu'un qui n'a pas d'appétence pour ces sujets-là ou qui est réfractaire à l'évolution, etc., quelque part, vous avez intérêt à ce que les trois autres de votre équipe, si c'est le quatrième, soient très, très ouverts à ça. Or, la probabilité que vous ayez des gens dans l'équipe qui ne soient pas forcément ouverts sur ces sujets-là est forte. Donc, vraiment, prioriser par rapport aux compétences et par rapport à la matrice des compétences de votre équipe. Et une fois que vous avez fait ça, ensuite, vous pouvez lancer le recrutement. Mettez bien le top management dans la boucle en amont et pendant, parce qu'en fait, le risque, c'est que vous ayez quelqu'un qui va aller sur les données sensibles et que, de toute façon, le top management va normalement mettre son grain de sel là-dedans, voire un gros veto dessus. Donc, si vous ne le mettez pas en amont dans le processus, vous pouvez recommencer tout le processus parce que, en fait, tout le monde l'a vu, tout le monde est OK, et en fait, on présente le candidat au président qui voilà, ne le sent pas. Et donc à ce moment-là, bah, vous allez faire machine arrière et recommencer. Pour rappel, un processus, c'est 6 mois. mmh, 2-3 semaines de préparation en amont, 2 mois de recrutement, 3 mois pour que la personne arrive. Voilà. Donc si vous recommencez, vous reprenez 6 mois dans la tête. Donc, est-ce que tu ouais, pardon. est-ce que tu ouais, non, j'avais une question. Est-ce que tu as une perception là en ce moment de est-ce qu'il y a une tension sur ce marché? Est-ce que c'est compliqué de trouver des profils ou est-ce que, il y en a beaucoup? Ou, moi demain, je suis DPO, j'ai envie de changer de boîte, est-ce que ça recrute? Est-ce que tu as un feeling sur l'état du marché, et sa «fluidité» entre guillemets? Alors, le DPO, encore plus que la compliance, c'est un marché assez fermé. Enfin, fermé au sens, il y a peu d'annonces, il y a beaucoup d'entre-soi. C'est-à-dire que bah, vous avez l'association Ah oui, professionnelle qui marche très bien, voilà, mais souvent c'est de la cooptation. Donc, les annonces, il n'y en a pas, il y en a, mais pas tant que ça. Par contre, des postes, il y en a. Voilà. Donc, il faut ouais, arriver d'accord. à passer soit par des chasseurs, soit par votre réseau pour savoir qui recrute, etc. Moi, je vois. Il y a des annonces, hein, voilà, mais je Mmh. trouve pas qu'il y en a beaucoup. Or, on voit régulièrement des gens qui ont bougé, donc c'est qu'il y avait un marché. Après, un des freins au changement, mais à la limite, ça peut être le slide suivant, c'est la partie rémunération. C'est est-ce que la société est en capacité de payer plus que le marché. Mmh. Donc là, on vous a mis, donc on parlait de data tout à l'heure, donc là j'ai fait l'extract ce matin, il y avait 721 personnes qu'on a en base, qui nous ont donné leur consentement avec de l'opt-in, on respecte le RGPD, qui sont sur les données de data protection. Donc c'est des compliance officers, risk managers, etc., qui sont sur ces sujets-là, ou des DPO, mais ce n'est pas que des DPO purs, hein, voilà, ils ont la data protection dans leur périmètre. Et en fonction de leur seniorité, on vous a mis le salaire brut annuel et on vous a mis le bonus moyen aussi. Donc c'est aussi un élément important, c'est que c'est un poste sur lequel il y a du bonus. Des fois, on me pose la question en me disant, mais enfin, il n'y a pas de bonus sur un poste pareil. Bah, si, si. Enfin, dans la pratique, Mmh. il y en a qui ont zéro. Hein. Voilà, donc ça existe. Mais en moyenne, on vous a mis le pourcentage que représentait le bonus par rapport au salaire fixe annuel. C'est des fourchettes.
en fonction des Là, on est secteurs sur d'activité. là, le chiffre, c'est une moyenne, hein. C'est une moyenne, c'est pas, ou une médiane. C'est bien une C'est une moyenne. moyenne. C'est la Ah, moyenne. ok. C'est la moyenne des 721 enfin, au D'accord. total, et ensuite ils sont ventilés par, euh, par seniorité, Par sachant seniorité, ouais. que il y a beaucoup de monde en junior, parce qu'en fait, on l'a vu tout à l'heure, il y a plein de nouvelles formations qui sont arrivées, et donc en fait, il y a aussi pas mal de juniors qui sont arrivés. Quand on regarde par exemple sur la partie senior, pour te montrer l'ampleur, Ouais. ça va, le salaire le moins, la personne dans la base qui a le gagne le moins est à 43 et celle qui gagne le plus est à 196. Sur les seniors? Ouais. Ah ouais. Donc, Ça fait un même écart après énorme. 10 ans, ça ne veut... Donc voilà. Et par contre, il y a un gros biais sectoriel, Oui, notamment sur les c'est seniors. important. Donc en fait, Ouais. Ok. la fourchette, elle est. Donc là, c'est une moyenne. On Ok. voit, voilà, c'est vraiment une moyenne. Voilà, il faut la prendre comme telle. Ouais. Et donc il y a le secteur d'activité dans lequel vous êtes, de toute façon, aussi impacte énormément, puisqu'encore une fois, ça, c'est la politique générale de paiement des salaires de votre entreprise. Qui souvent est aussi Oui. liée au secteur d'activité. Et donc, en fait, Mm. même si vous êtes, enfin, voilà, vous êtes DPO chez Cardiff, vous êtes DPO chez Carrefour, vous n'allez pas gagner la même chose. Dans l'immobilier non plus. Voilà, donc le secteur d'activité, vous êtes dans le secteur public, parce qu'il y a aussi beaucoup de Ouais. BPO, et j'en ai vu qu'il y en avait Bien dans sûr. les participants. Dans le secteur public, c'est pas non plus la même chose. Donc voilà, là, je vais déjà, pour vous donner une ordre de grandeur, ça vous permet de Ouais. savoir vous Quelques positionner. éléments d'ancrage, Après, quoi. il faut rentrer dans le détail. Ouais. Ok. Bah, c'est hyper clair, hyper intéressant. Si vous avez des dernières questions à poser à Christophe, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Sinon, je pense on a parcouru le sujet. Ce qu'on peut retenir, c'est que dans tous les cas, c'est un métier qui est dynamique, dans le sens où il est en train de muter toujours davantage, hein. Je pense que c'est un petit peu le point. Et il est en train de s'étendre, parce que le sujet devient de plus en plus structurant pour les entreprises, quelle que soit leur taille. Donc, il y en a plus de DPO qui ont des profils très divers et variés. Euh, et, euh, et donc, je ne sais pas dans quel sens ça va aller sur les prochaines années, mais ce qui est sûr, c'est que de nouvelles casquettes vont émerger. Là, on a fait, il n'y a pas longtemps, aussi des webinaires sur l'IA Act. Bon, bah, il est vraisemblable Complètement. que ce gros sujet de l'IA arrive de près ou de loin dans le scope du DPO, que la CNIL est positionnée aussi pour s'en emparer. Donc, vraisemblablement que ça va créer des nouvelles opportunités et aussi peut-être plus de complexité quand même au quotidien pour les DPO, quoi. Alors, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des personnes qui sont en train de taper. Alors, Amandine nous demande la question, y a-t-il encore de la place pour les DPO externes ou mutualisés dans cette évolution? Alors, complètement. Et aujourd'hui, c'est une grosse partie du marché. C'est-à-dire que, alors, est-ce qu'il y a il y a encore de la place? C'est une très bonne question. Le encore est important dans la question. C'est-à-dire que le marché est quand même très concurrentiel. Tout le monde Ouais. s'est mis dessus. Donc, je ne sais pas s'il y a encore de la place. Il y a de la place et je pense qu'il y aura, vu la structure des entreprises, il y aura toujours de la place parce qu'il y aura, à mon avis, toujours une assistance, et je parle bien d'assistance externe. Ça n'empêchera pas que le sujet, et mon avis, le sujet va quand même être internalisé en partie. Mais quand on regarde ce qui se passe dans la compliance au sens plus large, ça a été la Mm. même chose, etc. Et il y a moins d'externalisation sur le reste de la compliance qu'en DPO. DPO est quand même très externalisé. Donc la question de encore, est-ce qu'il y a de la place pour vous si vous voulez vous lancer? J'extrapole votre question. Je ne sais pas. Enfin, il faudrait que vous arriviez à faire votre place, mais dans l'absolu, vu ce qui se passe et vu tous les sujets, oui, il y aura toujours de l'externalisation et peut-être que l'externalisation sera peut-être plus spécialisée. C'est-à-dire qu'effectivement, vous allez peut-être intervenir sur des sujets, typiquement l'IA Act, on en a parlé. Voilà, peut-être qu'il y aura des gens qui seront plus spécialisés sur telle ou telle chose. Encore une fois, pour moi, c'est un métier qui est très sectoriel. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est essayer de vous spécialiser sur un secteur et en fait, vous allez pouvoir justement, on aime les spécialistes quand on externalise. Donc, si vous êtes le DPO externalisé de l'agroalimentaire, en fait, vous serez identifié comme tel et ce sera plus facile peut-être pour vous de faire votre place que si vous êtes un généraliste. C'est mon point Mm. de vue. Voilà. Et je vois qu'on Ouais, a un autre. d'ailleurs, pour rebondir juste sur cette question, je suis assez d'accord. Alors, c'est sûr qu'avec en plus les outils qui émergent, que ce soit le nôtre ou même
tout l'écosystème qui va avec. Ça devient un peu plus facile, entre guillemets, d'internaliser ou de maintenir le sujet. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a aussi des DPO externes dont le périmètre d'intervention change. Au-delà du secteur, il y a aussi qu'est-ce que concrètement ça veut dire d'être DPO externe. Et c'est pas forcément la même chose qu'avant. On peut être DPO externe autrefois, on allait voir des cabinets d'avocats ou des dépôts spécialisés, ils font le full stack, je dirais, de la conformité. Donc, c'est eux qui vont créer le registre des traitements, ils sont censés le maintenir à jour, faire les exercices des droits, etc., etc. Et on voit maintenant des missions DPO qui sont plutôt dans du coaching, dans des moments de transition, mais finalement, où le DPO dit plutôt, bah, moi, mon ambition, c'est pas tant de garder un revenu récurrent et finalement de tout faire de mon côté. Je ne suis pas dans l'organisation qui elle-même est en train d'évoluer, mais plutôt d'être là pour intervenir dans la transition de l'organisation, d'aider justement à outiller, à former les personnes pour qu'à un moment, il y ait un transfert de compétences du DPO externe vers l'entreprise qui souhaite internaliser. Donc, on a aussi des périmètres aussi qui peuvent évoluer sur l'intervention. Ça serait intéressant. Moi, je connais des DPO externes qui, par exemple, ne vont pas du tout vouloir être référencés comme DPO à la CNIL. Ils vont intervenir de matière opérationnelle, mais ils vont dire non, mais l'idée, c'est pas que je sois votre DPO officiel, c'est que je sois plutôt un catalyseur dans les rouages de ce sujet, avec une intervention qui peut être plus ou moins longue aussi sur la stratégie d'entreprise, qui a envie de pas du tout s'en occuper ou qui a un moment envie de s'en occuper à nouveau. Et donc, on a ces adaptations qui sont, je trouve, intéressantes parce qu'elles répondent aussi bien aux enjeux du secteur ou de certains secteurs en tout cas. Alors, on a une autre question. Shamsi Artifa. Bonjour. Serait-il possible d'avoir davantage de data sur les salaires des DPO, Data Protection Analyst Junior, vu que les 43K représentent une moyenne? Quelle est la fourchette haute, basse? Voilà. D'où ma question de base sur la médiane aussi. Est-ce que Alors, tu as un deep dive un petit peu sous la main à nous donner ou pas? ouais, alors sur les 0-3 ans, ça va de 22K à 66K. Ah Voilà. oui, Donc ok. c'est. Donc c'est peut-être. Alors ça pose une autre question qui est dans les juniors confirmés expérimentés. Est-ce que c'est juniors confirmés vis-à-vis du métier euh, spécifiquement des PO ou est-ce que c'est junior au sens Ah non, 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 de c'est junior en l'expérience termes de. Non, professionnelle sur non, nous, Sage? on prend le nombre d'années d'expérience au total. Voilà. Donc en Donc je fait, peux être junior c'est en des vrais n'ayant pas juniors. d'expérience. Euh, Alors, taux je peux être journalier DPO junior. Voilà. externe, aucune idée. Nous, on fait de la Alors, rémunération. Enfin, sur la partie DPO, autant sur la partie compliance, je suis complètement capable de faire, donner la réponse. Sur le DPO, nous, on a peu de. En fait, il y a tellement de DPO et ils trouvent par eux-mêmes que nous, on intervient peu là-dessus. Moi, alors, juste vraiment de ce que j'entends, tu peux pareil, la répondre après. fourchette, j'entends des personnes qui bossent des 350 euros à la journée et d'autres qui sont à 2000. Donc, mais ça répond exactement à la question d'Edouard. C'est-à-dire que, ce que disait Edouard tout à l'heure, c'est-à-dire que, en fonction de ce que vous faites, si vous êtes là sur, en gros, de l'externalisation temps plein, petite main de gérer les trucs, ça va être un TGM bas. Si vous venez avec une expertise et que vous êtes plutôt sur la mise en œuvre du dispositif, la rédaction des procédures, la préparation des comités à la direction, etc., vous serez peut-être plutôt entre 1000 et. Alors 2000, j'ai vu qu'une fois, mais voilà. Mais, donc, Non, voilà, mais honnêtement, la question c'est- sur le taux journalier, voilà. Ouais, clairement, déjà, quand on prend dépôt externe, il faut définir, parce que dans le dépôt externe, il y a donc des indépendants freelance, il y a des cabinets d'avocats, il y a des agences, cabinets de conseil qui font des dépôt externe. Donc il y a déjà un peu trois grandes typologies, il y en a peut-être d'autres que j'oublie. Et donc le freelance font effectivement en fonction de sa seniorité, son périmètre, il va potentiellement avoir un TJM pas si, donc un taux journalier pas si élevé entre guillemets. J'ai vu effectivement des gens à 200-300 euros. Et j'en ai aussi qui sont à plutôt 1000 euros. Donc, et le freelance qui est plus à 1000 euros, c'est parce qu'il va avoir une belle expérience dans un corporate, un grand groupe pendant quelques années. Et donc, il peut justifier d'une certaine seniorité et expertise. On va avoir le cabinet d'avocats. Alors là, dans les cabinets d'avocats, il y a les spécialisés, droit de l'internet, IP, tous ces trucs-là, et puis les généralistes, etc. Donc là, encore, il peut y avoir des
des taux horaires. Bon, là, les avocats, parfois, on est à 300 euros, 400 euros de l'heure. Hein. Donc, c'est encore un autre sujet. Et d'ailleurs, pour les Complètement, ouais. avocats, c'est une thématique pas simple, le RGPD, parce que bah, quand on pratique un vrai tarif, un vrai taux honoraire, je crois que c'est un consacré d'avocat, par rapport à un freelance, bon, on n'est pas dans les mêmes sujets. Après, c'est pas le même tampon de garantie. Moi, je vais pas faire le marketeur des avocats, mais donc voilà, il y a encore un autre sujet. Donc les avocats maintenant, ils interviennent plutôt sur des négociations un peu complexes, sur des contrats complexes. Ils vont venir plutôt quand il y a un sujet avec la CNIL. Donc on va plutôt voir les avocats arriver là, mais j'en vois de moins en moins sur le run de créer un registre, mettre un Beaucoup plus, traitement. ouais. Ça se fait encore, mais donc, de ma perspective, j'en vois de moins en moins qui font ce genre de choses. Ils vont arriver sur des sujets plus voilà, où le droit, le détail du droit est plus important. Et puis effectivement, maintenant, il y a aussi des cabinets externes. Donc là, c'est comme des cabinets de conseil, mais qui se spécialisent dans le métier de DPO. Et là, pareil, ça va varier. Donc là, on va être sur des forfaits, on a vu à 1500 euros par mois. Alors, on ne sait pas trop exactement combien d'heures ils passent. Ils sont plus ou moins bien outillés. Et puis, c'est aussi à la tête, enfin, voilà, du client, j'ai envie de dire ça comme ça, mais en tout cas, ça va dépendre aussi voilà, de la capacité de l'entreprise à investir. Donc voilà, donc c'est un monde encore assez compliqué et où les tarifs peuvent être du simple au triple, au quadruple, effectivement, selon le secteur, selon la seniorité des DPO, quoi. Ouais. Euh, on a une autre Et question d'Ahmed. Ouais, vas-y, Christophe, tu veux dire non, quelque non, chose? non, c'était pour. Mais en fait, ça fait le lien entre les deux. On voit que enfin, le champ des possibles est très large. Et quelles sont les perspectives? Bah, en fait, c'est un peu la réponse. C'est-à-dire que comme on l'a dit, c'est-à-dire que les perspectives, ça dépend d'où vous venez, quel est votre bagage et qu'est-ce que vous avez acquis entre les deux. C'est-à-dire que si vous venez du droit, bah, vous pouvez toujours repartir dans le droit. Si vous venez d'un bagage plus technique et informatique, vous pouvez toujours retourner de cette partie-là. Et si vous êtes à la croisée des chemins et que vous allez sur la data, le champ des possibles, il est démultiplié. Donc, pour moi, le condamné à rester dans ce domaine, si vous voulez si vous êtes dans la protection des données, bah, le Graal, c'est DPO. Et une fois que vous êtes DPO, bah, vous restez DPO. Oui, mais est-ce que dans votre carrière, vous voulez rester DPO toute votre vie et est-ce que vous êtes condamné à ça? La réponse est non. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que si le sujet vous passionne, vous pourrez toujours évoluer, aller sur de plus en plus de choses, voire élargir et faire du management, parce qu'encore une fois, c'est condamné à s'élargir, alors que ce soit en gérant des prestataires externes, soit en recrutant, mais le métier va vraiment s'élargir. Et donc, pour moi, il y a au contraire, sur une carrière à long terme, vous avez plutôt intérêt à vous passionner par certaines partie de votre métier et de creuser et d'aller vous spécialiser là-dessus. Typiquement, encore une fois, les data aujourd'hui, c'est pas le DPO qui va faire du data analyst ou même avec l'IA Act qui arrive, vous allez pouvoir clairement bifurquer sur cette partie-là demain si ça vous intéresse. Donc, pour moi, c'est plus facile même pour un DPO de sortir de là que d'un head of compliance classique. Où là, Hmm. c'est plus Ouais, compliqué. C'est plus compliqué. ouais. Je suis assez d'accord. Dans les parcours, profil DPO, effectivement, ça arrive plutôt deuxième partie de carrière, soit au contraire, c'est plutôt. Mais de ce que j'ai pu voir, il y a le parcours DPO, dès qu'on va dans un groupe un peu plus international, un peu plus gros, on va adresser des sujets hyper stratégiques. Et donc, on est potentiellement amené à prendre beaucoup d'amplitude, en réalité, sur le métier de DPO. J'ai vu une entreprise où le sujet de la privacy était tellement important qu'on retrouvait des intitulés de postes comme Chief Privacy Officer. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est au comité de direction, au comité exécutif et qui a cette vue sur la privacy. Donc, le rôle de DPO peut être, effectivement, il y en a qui vont plutôt sur le Chief Data Officer, donc plutôt sur le sujet de la data au sens large et pas que la donnée personnelle. Et donc, il y a des perspectives qui sont plus larges que simplement la donnée personnelle, mais la data au sens large, et qui peuvent faire qu'en restant un petit peu sur cette verticale, entre guillemets, on peut avoir plein d'opportunités selon les typologies d'entreprises et l'appétence qu'elles ont dans leur rapport à la donnée personnelle, et puis ensuite l'appétence qu'elles ont dans leur rapport à la donnée, à la donnée au sens beaucoup plus large. Donc non, c'est comme tu dis, Christophe, le sujet de la donnée est un sujet très transverse. C'est assez intéressant de pouvoir avoir au contraire des vues beaucoup plus larges dans les différents départements et donc de pouvoir ensuite évoluer vers d'autres responsabilités sur d'autres métiers qui ont un rapport avec la data
ou au contraire plus en verticalité avec plus de responsabilité parce que selon les typologies d'entreprise, le sujet devient de plus en plus important. Ça, c'est le point de la data au sens large. Et puis ensuite, il y a quand même le gros sujet d'IA. Je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer, l'intelligence artificielle, qui va, dont, si on se donne un peu de perspective, ça fait à peine 2 ans, entre guillemets, que l'IA générative est devenue, est arrivée dans les mains de tout le monde, est en train d'être déployée dans les entreprises. C'est évident que si on prend 3 à 5 ans, ça va être un sujet qui va être partout dans les entreprises. Et si, en tant que DPO, on prend le train en marche, ça va forcément aussi créer des opportunités professionnelles et des opportunités d'évolution massive. J'en suis convaincu que il va y avoir plein de métiers qui vont émerger autour de l'IA parce que c'est en train d'arriver dans toutes les entreprises extrêmement vite en fait. C'est une révolution qui est super rapide, je trouve. Voilà, il y a déjà Copilot déployé par Microsoft dans les corporates. Tous les salariés ont accès à ChatGPT pour quasiment rien. Et c'est en train d'être intégré dans tous les outils métiers. Et forcément, toutes les entreprises vont aussi à un moment développer leur propre IA interne ou en tout cas avoir des briques métiers. Donc franchement, le track DPO, il est plutôt, je trouve, tremplin d'opportunités en ce sens que l'inverse. Et sans parler des autres législations dont tu parlais en introduction, autour de la sécurité, d'autres trucs européens où effectivement DPO peut aussi rebondir, quoi. Et pour compléter peut-être, avant tout, si on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure au début sur c'est un couteau suisse, en fait un DPO, le RGPD est un énorme projet, donc vous êtes un gestionnaire de projet, donc ça peut être aussi une porte de sortie en disant je vais sur la partie orga projet PMO dans ma boîte, si jamais il y a une activité comme ça, vous êtes aussi totalement légitime pour aller sur cette partie-là. Aussi qui reste transverse, parce qu'en fait là on a parlé de plan de carrière qui vous spécialisez. Si vous souhaitez rester généraliste et continuer à discuter avec plein de départements dans la boîte, la partie gestion de projet, alors je ne sais pas sous quelle forme elle est dans votre entreprise, mais elle existe. C'est aussi un endroit où vous êtes légitime d'aller postuler si demain vous avez envie d'aller sur cette partie-là. Est-ce qu'il y a des dernières questions? On avait promis qu'on finirait avant midi pour ceux qui ont leur pause déj qui arrive, mais n'hésitez pas, il reste encore quelques minutes. Si jamais vous voulez, moi je suis là pour y répondre. Et Edouard aussi. Je crois ouais, tout à fait. Je crois qu'il y a encore 2 personnes qui sont en train de taper dans le chat. On voit on va attendre donc on va attendre. Merci beaucoup. Bon, voilà. Merci pour ce feedback. Merci à vous deux. Merci Christophe. C'était passionnant. Merci Edouard. Le webinaire sera disponible sur nos réseaux respectifs. Vous le retrouvez sur YouTube et sur Leto. Donc n'hésitez pas à revenir dessus. Et puis on vous souhaite une très bonne journée, un bon appétit. Encore merci à tous et à bientôt pour un prochain webinaire. Un moment pub, on a un webinaire dans quelques jours avec Leto, avec une entreprise qui s'appelle Fleet, qui fait la gestion d'appareils. Donc, c'est hyper important en matière de protection de données personnelles. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt. Bonne journée. À bientôt. Ok, c'est bon. Merci. Je vais poser une question. Il n'y a plus de questions. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.